Spécial débat revient avec Éric Tshisekka, nouveau cadre de l'AFDC. Avec lui, nous allons débattre de quelques faits d'actualité et de quelques questions de curiosité. Et pourquoi pas nous ouvrir au monde. Très heureuse d'être avec vous, Éric Tshisekka. Merci beaucoup, madame. C'est la première fois que vous passez sur mon plateau. Évidemment. Très heureuse. Première question vraiment tout go de curiosité. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Bahati Lukwebo, parce que c'est lui le président de la FDC? Son argent, moi je suis direct, son argent, son projet de société, ou je ne sais pas, vous voulez vous faire une place au soleil? Merci beaucoup, Madame Paulette, une fois de plus pour la question. Vous savez, j'ai été tiqué par la capacité managériale du professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'est un homme d'abord qui est rempli de l'éthique et de la déontologie politique. C'est un grand acteur politique de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez l'AFDC, vous comprendrez que ce grand parti politique est structuré. Ce grand parti politique s'est organisé et ce grand parti politique applique ce que nous appelons la gestion. Il connaît même le sens même de la gestion. Puisque vous savez, Minsberg définit la gestion dans un processus que nous appelons le PODEC, c'est-à-dire planifier, organiser, diriger, contrôler. Et donc quand vous regardez la structuration de cette organisation politique, vous comprendrez qu'il y a la planification, il y a, n'est-ce pas, l'organisation, il y a, comment dirais-je, le contrôle, etc. Et c'est par là que moi je me suis dit que je devrais, n'est-ce pas, adhérer au sein de ces partis politiques. En fait, quand vous regardez le professeur Modeste Bahati, vous sentez qu'il a un sens de leadership. Je l'ai toujours dit, le leadership, c'est une manière de s'auto-distinguer. Et vous savez, l'homme ne peut pas dire qu'il a un sens de leadership. Le leadership doit être dit par certaines personnes qui voient en vous cette capacité managériale-là. Et donc, quand vous regardez, comme je l'ai évoqué ici tout à l'heure, vous regardez ce grand homme, cet acteur politique, vous comprendrez qu'il a beaucoup fait pour ses pays. Et étant jeune, je m'étais dit, pourquoi ne pas amener aussi ma petite force, d'amener aussi mes contributions, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cette machine politique puisse aussi aller de l'avant. J'étais, comme je venais de l'évoquer, n'est-ce pas, tiqué par la capacité managériale de ce grand monsieur, mon président, le sénateur Bahati Lukwebo. C'est pourquoi je me suis dit, et je dois adhérer au sein de ces Quelle est l'idéologie de ce grand parti? Parce que les partis politiques en RDC est identifié à leur boss, à leur patron, à leur créateur. Quelle est l'idéologie de la FDC? Oui, nous ne sommes pas en train de primer ou en train de parler plus de la personne de Bahati. Nous parlons plus de valeurs que ce monsieur a, que ce monsieur sait donner ou ce qu'il a déjà donné à la République démocratique du Congo. Et donc chez nous, ce n'est pas une question de l'autorité morale comme certaines personnes disent dans leur structure. Ah, il n'est pas l'autorité morale? Non, en fait, vous savez, l'appellation d'une autorité morale, bon, certains le font, ça n'engage que eux. Mais chez nous, ce n'est pas réellement ce que nous faisons. Nous sommes tiqués par des valeurs. Nous sommes tiqués par, comme je l'ai évoqué ici au départ, par l'éthique, par faire la politique d'une autre manière. Moi, j'appelle ça une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Donc, si nous parlons de l'idéologie, je ne vais pas structurer beaucoup de choses, nous parlerons simplement de l'éthique. En fait, nous sommes, n'est-ce pas, nous avons un soubassement qui fonde même notre politique, c'est l'éthique et de la déontologie politique. Socialiste, de droite, de gauche, centre, c'est ça le problème. Vous vous classez où? Social-démocrate, de gauche, et tout ça, communiste, évidemment, et tout ça. Évidemment, vous venez récemment de le dire, social-démocrate. Ah, vous êtes social, évidemment. Ouais. Et nous sommes basés aussi sur, comme je venais de le dire, sur l'éthique politique, puisqu'il faudrait le dire ici que certains font de la politique, mais ils font la politique sans principe, sans éthique. Ils font la politique puisqu'ils veulent le faire. La politique est faite par ceux qui sont habilités à le faire d'une très bonne manière, une politique réfléchie, une politique où on vient pour changer quelque chose, pour apporter un développement. Et donc c'est pourquoi... Beaucoup parlent, Éric Tshisekka, de la guerre de génération, qu'il faut rajeunir l'espace politique congolais, que nos papas, nous les appelons comme ça respectueusement, ont fait leur temps. Et les résultats sont là. 60 ans après les indépendances, c'est un échec cuisant, surtout pour la République démocratique du Congo. Et toi, un jeune, tu penses que le prof Bahati a encore quelque chose à apporter dans ce pays? Il n'a pas déjà tout épuisé, toutes ses réserves, toutes ses stratégies, il n'a pas déjà tout épuisé?
Merci. Vous savez, le renouvellement de la classe politique n'est pas simplement le fait d'avoir de jeunes dirigés. Le renouvellement de la classe politique, c'est une capacité à résoudre un problème. Quand on parle du renouvellement de la classe politique, il ne faut pas toujours croire que c'est la jeunesse. Parce qu'il faudrait le dire, Lumumba était jeune, Joseph Kabila était jeune quand il est devenu président de la République. Balaty Lukeba a commencé sa politique, il était jeune. Certains acteurs politiques ont commencé. Mais il faut regarder la scène politique. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Et donc, quand on parle du renouvellement de la classe politique, il ne faudrait pas dire que non, c'est puisqu'il y a une nouvelle classe politique qui arrive, qu'automatiquement on doit changer. Je l'ai dit au départ ici, faire la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Donc, si certains n'ont pas résolu les problèmes du peuple congolais, puisqu'ils n'ont pas fait une très bonne politique active, une politique participative, une politique qui est censée résoudre un problème sur terrain. Nous faisons simplement, certains ont fait la politique pour garantir leur vie, certains ont fait la politique pour devenir de millionnaires, des milliardaires, et ils n'ont pas fait la politique pour servir la nation congolaise. Puisque la politique, en fait, en fait, on le fait pour servir la société, pour répondre à un problème du peuple, un problème dont carrément le social de la population congolaise, l'économie du peuple, construire des routes, construire X et Y, ce qu'on doit faire. Donc je crois que dans ce qui a été fait, certainement, il y a des gens qui ont mal géré la République démocratique du Congo. Et donc, si aujourd'hui nous disons que nous sommes acteurs politiques aujourd'hui, c'est pas pour faire ce que les autres ont fait. Certainement, il y a ceux qui ont reconnu avoir mal géré et qui se sont dit qu'aujourd'hui, il faudrait faire les choses autrement, il faudrait gérer autrement. Et donc, nous ne pouvons pas dire que comme nous sommes une nouvelle classe politique, qu'il faudrait mettre ces hommes de côté. Non, puisqu'il faudrait les dire. Au-delà du fait qu'il y a une mauvaise gestion quelque part, mais on peut aussi épuiser d'une sagesse de ces gens-là. Je crois que quand je suis encore étudiant ou élève, il y a, je crois, un poème, si c'est pas un poème, un texte où on avait appris dans un village où chacun, comme les choses ne marchaient pas, chaque jeune se sont décidés d'abattre tous les vieux. Mais il y avait un jeune qui est allé garder son vieux au village quelque part. Et quand il y a eu un problème, etc., il ne savait pas comment résoudre ces problèmes. Le jeune, c'est lui qui a caché son vieux, n'est-ce pas? Il est allé épuiser la sagesse. Et quand ce monsieur a donné de la sagesse à ces jeunes, et ils ont résolu un problème de la société. Et donc, si nous nous disons aujourd'hui abattre tous les vieux puisqu'ils sont très mal gérés, je crois que ça serait de ne pas faire une politique réfléchie. Et donc, nous venons simplement avec cette synergie de forces, appuyer ces gens-là, faire autrement que ce qu'ils ont fait, mais épuiser aussi de la sagesse, puisqu'il faudrait le dire, qu'ils ont géré et qu'ils ont aussi une certaine sagesse qu'ils peuvent nous aider, afin que nous puissions marcher en synergie et que nous puissions construire ces très beaux pays. Vous êtes jeune. Quand vous voyez la République démocratique du Congo aujourd'hui, Éric Tshisekedi, est-ce que les jeunes comme vous ont encore de l'espoir dans ce pays? Est-ce que ce pays suscite de l'espoir? Les jeunes n'ont pas besoin d'avoir de l'espoir. Les jeunes doivent être les espoirs, enfin, être espoir, s'il faudrait les dire comme ça. Il ne faut pas dire comme quelqu'un disait, la jeunesse est l'avenir de demain. Oui. Non, l'avenir, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fait son avenir, c'est aujourd'hui qu'on se prépare. Je sais que cette jeunesse elle a une certaine capacité de développer les pays, mais il est carrément dans sa zone de confort. C'est ça les problèmes. Je lis un livre où on parlait de quitter... La jeunesse congolaise est dans sa zone, ne sort pas de sa zone de confort, évidemment, vous en êtes sûr? Évidemment, je sais de quoi je suis en train de parler. On attend que les autres fassent. On est là juste pour observer, pour voir. Est-ce que ça va marcher? Mais il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent. Hein, évidemment, mais oui, beaucoup de jeunes, je n'ai pas refusé. Qui font un projet, mais qui ne sont pas soutenus par l'État congolais, qui n'ont pas de financement. Non, on n'a pas besoin d'attendre. L'intelligence est là, mais il faut quand même un certain financement, une certaine... On n'a pas besoin d'attendre, comment dirais-je, ce que l'État doit faire de nous. On peut distinguer dans ce que nous faisons. Si vous allez par exemple au Kenya, au Nigeria, c'est vrai que ce pays est déjà quasiment un petit peu mieux développé que la République démocratique du Congo, mais vous trouverez que la majorité des jeunes se sont lancés dans la création des petites et moyennes entreprises. Certains n'ont même pas été soutenus par l'État, par leur pays, mais ils ont eu à se battre. Et ils ont eu à faire des choses et au-delà du fait qu'ils ont compris qu'il fallait développer leur pays autrement, et quand l'État a trouvé que c'était des entreprises, des petites et moyennes entreprises sérieuses, et l'État comme ça est venu maintenant pour commencer à investir et tout ça, vous voyez. Donc si aujourd'hui la jeunesse attend voir comment l'État viendrait financer les projets, comment l'État viendrait faire X, Y, je crois que ça sera, ils vont attendre un peu longtemps. Il faut aussi les dire que dans tous les pays du monde, l'État est toujours défaillant. L'État ne fait pas toujours tout. C'est vrai qu'il est censé faire certaines choses, mais il ne faut pas toujours attendre de l'État. Quand vous allez par exemple aux États-Unis, vous trouverez que
aux États-Unis, ce sont les petites et moyennes entreprises qui développent leur nation. Les gens vivent ils vivent de ces petites et moyennes entreprises. C'est vrai, c'est l'État des entreprises, etc. Mais vous trouverez que ce sont de jeunes, on les appelle les entrepreneurs, certains qui ont construit, ils ont pensé quelque chose, ils ont réfléchi et puis ils ont développé leur nation. Et donc, même aujourd'hui aux États-Unis, l'économie des États-Unis, c'est une économie qui est basée par des privés. C'est pas par l'État, c'est par des privés. Des milliardaires que nous appelons des milliardaires. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui est milliardaire aux États-Unis. Mais le président avait promis de faire beaucoup de millionnaires en République démocratique du Congo. Évidemment. Faire de milliardaires, faire de millionnaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer Évidemment, c'est une promesse faite par le président. Faire des milliardaires, faire des millionnaires, c'est construire d'abord une bonne politique en République démocratique du Congo. Structurer la politique, les climats des affaires, comme certains le disent. C'est dans la structuration, dans l'organisation. Je parlais ici de la gestion, organisée, planifiée, ordonnée. Si l'État ou le gouvernement structure toutes ces choses-là, et c'est par là qu'on va ressortir de millionnaires et des milliardaires congolais. Quand la structuration n'est pas encore correcte, il ne faudrait pas vous attendre à devenir milliardaire. L'État a le devoir, la jeunesse ou les Congolais ont aussi leur devoir à faire. L'État crée des richesses. Certainement, l'État est censé créer des richesses. Et donc, dans la création des richesses, c'est la structuration. Il faut être organisé. Il faudrait les dire que, nous l'avons toujours dit, certainement, on peut toujours critiquer, certains peuvent critiquer les présidents de la République, Félix Tshisekedi, mais nous sommes économistes. Avant de faire des critiques, il faudrait d'abord regarder ce que la personne a trouvé en termes des indicateurs. C'est qu'il a trouvé un sous-bassement. Et c'est maintenant de ces sous-bassements qu'on peut aujourd'hui évaluer. Moi, je suis étonné. Qu'est-ce qu'il a trouvé, le président? Évidemment. Je suis étonné quand certains parlent des bilans. Vous savez, nous sommes en 3 ans. En économie, vous savez, il faudrait beaucoup plus parler, parce que le bilan du chef de l'État est déterminé en 5 ans, renouvelable une fois, par rapport à la Constitution. Et s'il faudrait analyser, parlons plus de l'évaluation, ou nous, en économie, on appelle ça diagnostiquer, faire un diagnostic. Quel est le diagnostic? Évidemment, nous regardons d'abord la République démocratique du Congo. Certainement, les gens vont dire que la RDC était un État. Exactement, c'est un État. Un État est régi par des lois. Un État est régi par la Constitution. Certainement, la Constitution, Tshisekedi a trouvé la Constitution. Mais dans cette Constitution, il y avait la violation de cette même Constitution, de certaines dispositions même constitutionnelles. Le loi n'était pas respectée. L'État existait juste par le fait de dire que l'État est là. Mais dans qu'est-ce que je peux dire? Dans le fondement, on ne sentait pas le pouvoir ou la force de l'État. Et donc, dans tous les secteurs de notre vie, si vous regardez l'économie, vous regardez la sécurité, vous regardez plusieurs secteurs, vous trouverez qu'il y avait défaillance, qu'il y avait beaucoup de lacunes dans l'armée, dans l'économie, tout ce que je venais de dire. Prenons, Kabila a géré la République pendant plus de 18 ans, mais vous regarderez dans sa gestion de 18 ans, la RDC est restée comme étant une économie extravertie. Une économie dépendante de l'extérieur. Mobutu a fait la même chose. Évidemment, mais dans la gestion de Mobutu, si vous regardez évidemment la gestion de Mobutu, même lorsque nous avons eu cette économie extravertie, mais l'impact sur la vie du peuple congolais n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, cet impact-là. Et c'est ce qui a créé même beaucoup de choses. Certainement, on peut dire que, certains disent que Mobutu avait très mal géré, mais il faudrait le dire, au départ de la gestion de Mobutu, nous avions vu ce qui était quand même, à l'époque, les gens vivaient quand même mieux que ce que nous vivions aujourd'hui. Sous Mobutu, les étudiants ont eu des bourses pour aller faire l'université ailleurs. Vous avez par exemple Noël Tchani Mondiavita, c'est l'État qui a payé pour lui pour aller étudier. Vous avez Seth Kikoun, c'était l'État qui a fait toutes ces choses. Mais regardons les 18 ans des Kabila. Dites-moi quel est ce Congolais qui a eu la bourse pour aller étudier ailleurs, où l'État a remis des bourses aux uns aux autres. Comme Fachi le dirait, ou ses partisans, ils diraient qu'ils ont hérité d'un pays chaotique de Kabila. Et bien Kabila aussi dirait qu'il a hérité d'un pays chaotique sous Mobutu. Mais on le sait, quand vous voulez être président ou candidat président, vous avez déjà diagnostiqué tout ça. Évidemment. Vous avez déjà avec votre cellule où vous travaillez avec votre base, votre cellule, votre think tank, vous avez déjà réfléchi sur ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que le président est là, mais on dirait qu'il n'a pas de piste de solution pour chaque cas? Après avoir été opposant pendant 37 ans, on sait quand même que dans tel domaine ça ne marche pas et quand je serai au pouvoir je vais faire ceci. On a l'impression qu'il ne parvient pas, je dis bien impression, qu'il ne parvient pas à mettre en pratique ce qu'eux ils proposaient quand ils étaient dans l'opposition. Très bien. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on sait voir les choses peut-être d'une manière ramassée.
Et quand on arrive au pouvoir, il y a certaines réalités qu'on trouve. Ah, les réalités du pouvoir l'ont attrapé, c'est ça? Non. Il faudrait laisser que je finisse un peu ce que je suis en train de dire. Tu sais qu'il devient président, vous regarderez avant, il traitait l'armée de tout ce qu'il pouvait traiter. Après, quand il devient président, il dit que j'ai trouvé une armée structurée et équipée. Alors que quand il fut dans l'opposition, il parlait d'une armée non professionnelle, etc. Vous vous rappellerez de toutes ces choses. Et quand il arrive, il dit autre chose sur cette armée qu'il a trouvée. En fait, quand vous regardez du fait que quand Tshisekedi est devenu président de la République, je l'ai évoqué ici, vous avez dit que Kabila a hérité de tout ce que Mobutu avait laissé. Mais au départ, je vous ai dit que Mobutu avait mieux géré au départ. Si vous prenez les 18 années de Mobutu, c'est Seseko, vous prenez les 18 années de Joseph Kabila, il n'y a pas match. Donc ces 18 ans, il faut faire la comparaison. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, mais quand nous regardons, que nous faisons des analyses par rapport à ces 18 ans de deux personnalités politiques, vous trouverez que les 18 ans de Mobutu étaient mieux que les 18 ans de M. Kabila. Et les 3 ans de Kabila étaient mieux que les 3 ans de Fachi. Même comparaison. Non, écoutez, certains vont dire que Kabila a trouvé le pays en voie de la disparition. Okay. Les gens vont les dire qu'il a restructuré certaines choses. Certainement, il ne faudrait pas refuser que Kabila a fait certaines choses importantes. Il faudrait les dire. Vous savez, on a toujours parlé de la continuité du pouvoir, la continuité du service de l'État. Ça existe. Je ne peux pas dire que tout ce que Kabila a fait était mal. Non. Il y a des choses que Kabila a fait comme les jalons. Par exemple, donner à la population congolaise ou aux Congolais la Constitution. Ça, il faudrait dire que c'est un exercice patriotique que Kabila a fait. Les Congos étaient en voie de la balkanisation. Ce n'est pas simplement Kabila qui a accepté que l'on ne puisse pas balkaniser les Congos. C'est tous les Congolais. Vous vous rappellerez, T1+4, le Bemba et les autres. Tout le monde a accepté de se mettre autour d'une table, de discuter, de parler pour construire notre pays. Mais dans les 18 ans qu'on nous regarde, c'est vrai que je l'ai dit ici, il y a des choses que Kabila a fait. Mais si vous regardez ce que Kabila a fait en 18 ans, vous verrez qu'il n'a pas réalisé exactement ce qu'il devrait faire en 18 ans. Il y a beaucoup de défaillances. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je crois qu'il y a certains analystes politiques qui l'ont dit. Kabila a fait 18 ans, mais vous avez les réserves de change qui étaient à 800 millions de dollars. Si vous regardez pendant les 18 ans de Kabila, 800 millions de dollars. Je sais qu'il devient président de la République. En 3 ans seulement, vous avez 3 milliards quelque chose comme réserve de change. Quand vous regardez, moi je suis économiste, vous verrez que Quel impact de tout ça? Parce qu'avec 800 millions, que ce soit 800 millions ou 3 milliards, dans l'assiette du Congolais, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Une très belle question. Vous savez, les Congolais attendent un changement magique. Le changement n'est pas magique. Le changement est un processus. Je vous donne un exemple. Peut-être vous avez vécu dans le chômage pendant plus de 10 ans. Dieu fait grâce, vous trouvez un emploi. Et dans cet emploi, on vous paye $200 le mois. Ce n'est pas les jours qu'on vous paye $200 que vous allez résoudre à la crise que vous avez vécue pendant 18 ans. Ce n'est pas avec les $200 que vous allez construire une maison. Non. C'est-à-dire que on a déjà commencé à résoudre un problème. Et avec le temps, quand vous travaillez et que vous mettez plus de l'intelligence, les choses peuvent commencer à s'améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a fait 3 ans au pouvoir de résoudre le problème de 32 ans. C'est votre justificatif. Non, ce n'est pas une... Non. Vous vous plaignez trop. C'est vraiment une plainte. C'est votre justificatif. Non, c'est pas une justification. C'est ça le bilan que vous allez donner après 5 ans. On dit que non... Kabila détruit pendant 18 ans, moi je ne peux pas en 5 ans et tout ça. Écoutez, quel sera comment vous allez vendre votre bilan? Parce que cette phrase revient depuis le début du mandat du président. Voilà, vous n'allez pas nous rabattre ça pendant 5 ans. Évidemment, je ne... Pas nous rabattre cette phrase pendant 5 ans. C'est pas que nous nous cachons derrière ce que nous disons. Non. Vous cachez derrière cette phrase-là que Kabila détruit. Non. Écoutez, vous savez, Tshisekedi gère et il y a une pression. Tout le monde veut qu'il puisse réussir. Et ça, nous comprenons que tout le monde veut qu'il puisse réussir. Évidemment, exactement, les Congolais veulent que... Mais vous n'allez pas tout changer en 3 ans dans tous les secteurs. Carrément. Vous avez Tshisekedi qui arrive au pouvoir, il trouve le budget de l'État, je parle du budget de l'État, de moins de 4 milliards de dollars. Et vous voulez qu'il change les Congos en 3 ans, que nous ayons directement 50 milliards de dollars. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui manque? Non, mais c'est une belle question, pourquoi pas? Mais nous partions, nous allons... Avec le coulage des recettes, avec toutes les sommes détournées, avec le procès de son jour, on parle plus des sommes détournées, mais on ne parle pas de certaines réalisations qui sont faites. Moi, je suis sidéré. J'ai toujours dit qu'il faudrait que nous fassions une politique participative.
j'appelle ça une politique réfléchie. Certainement, il y a des choses que nous décrions. Si ça ne marche pas quand il y a des tournements, il faut dire qu'ici, il y a des tournements. Mais qu'est-ce qui marche Non, mais écoutez... La balance est tellement... non, écoutez, certainement, on va parler de la balance commerciale qui est déficitaire, exactement. Mais il faudrait parler aussi... Quand nous parlions... Qu'est-ce qui marche? Très bien. Quand nous parlions des échecs, il faut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Ça, je suis d'accord avec. Mais quand il y a des choses qui ont marché, il faut dire qu'ici, ça a marché. Je parle d'une politique participative. Comme par exemple. Évidemment. Sama Lokole devient Premier ministre, n'est-ce pas? Il trouve le budget de l'État de 5 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. En une année aujourd'hui, si vous allez, vous vérifiez, vous êtes journaliste, vous trouverez que le budget actuellement, c'est dans les 10 milliards de dollars. Okay. En une année. Ça veut dire qu'en une année, nous quittons des 5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. Ce sont des avancées. En une année, nous quittons de réserve d'échange de 800 millions à pratiquement 3 milliards quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Nous étions dans ce pays, les Congolais étaient privés d'avoir même un passeport congolais. On était privés d'avoir un passeport congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Le passeport congolais, à l'époque, coûtait dans les 250 dollars, 260. Aujourd'hui, un passeport congolais coûte dans les 99 dollars. C'est un prix fixé. J'ai dit, le prix est fixé par l'État. Mais c'est pas ce que le Congolais dépense pour avoir le passeport. Mais je vais vous dire la réalité. Je vais vous dire la réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire la réalité. Un Congolais ne débourse pas 99 dollars. Je vais vous dire la réalité. Le passeport est fixé à 99 dollars. C'est le prix officiel qui est fixé. Et on dit ceci, pour avoir ces passeports, quand vous payez 99 dollars, le délai c'est de combien? C'est pratiquement, si ma mémoire ne me trompe pas, une semaine. Une semaine. Alors, il y a des gens qui viennent, qui veulent avoir le passeport qu'aujourd'hui. Et ils mettent une pression. Ce sont eux qui favorisent ce qui se passe par la suite. Mais officiellement, si vous patientez et que vous vouliez avoir votre passeport à 99 dollars, vous aurez ces passeports à 99. Il y a ceux qui viennent pour 3 jours, ils veulent avoir le passeport. Et ceux qui sont là, ils disent, ben écoutez, le passeport c'est dans une semaine, mais je peux. Et ça, c'est une manière, nous appelons ça COP. Vous allez vous rappeler que Tshisekedi, à un certain moment, avait dit que le COP, c'est aussi, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter lorsqu'on a parlé des rétrocommissions, etc. C'est par rapport à ce qui s'est fait. Mais officiellement, le passeport, c'est à 99 dollars. Alors, au-delà du passeport... L'attente n'est même pas d'une semaine, hein. Je vous assure. Non, mais écoutez, moi, je sais qu'on a dit... Ça peut te prendre 3 mois. Hein. Non, mais bon, écoutez, ça peut prendre 3 mois. Le mal aussi, on n'a pas cet esprit de la patience pour avoir quelque chose. On veut tout avoir au même moment, puisque tout Congolais est pressé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des embouteillages partout, tout le monde verroulé, tout le monde est pressé, et on ne sait pas, comme on a toujours dit, comment on appelle ça, en fait, ça viendrait, et donc, c'est puisque tout Congolais est évidemment pressé. Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, j'ose croire, ou je sais, je vais affirmer ici qu'aucun billet, je parle maintenant de prix des billets d'avion. À l'époque, moi, j'ai quitté Kinshasa pour aller à Goma, Bukavu, ou pour aller chez moi au Kasaï. Je paye Kinshasa pour aller à Bukavu. D'abord, je fais Kinshasa-Goma. Je payais à l'époque dans les 400 à 400 et quelques dollars américains. Et j'arrive à Goma, je prends le petit porteur ou je prends le canot rapide pour arriver à Bukavu. Vous savez ce que je dis. Quand tu regardes tout, tu fais pratiquement, tu es dans les 500 et quelques dollars. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les prix des billets est réduit. Je quitte Kinshasa, je suis allé... Vous avez vu les images qui circulent où il y a, dans une compagnie de notre pays, il n'y a pas de kérosène, les gens n'ont pas pu voyager pour Kindu, malgré que le prix est à la baisse, mais maintenant, il n'y a plus d'offres, il n'y a plus d'avions aujourd'hui, c'est difficile d'aller quelque part. Non, d'ailleurs, je crois que le directeur général, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, une publicité de Congo Airways, avait même dit qu'ils ont plus réalisé des recettes énormes que ce qu'ils réalisaient avant. En fait, ça s'explique en économie même. La dernière image, moi je parle de la dernière image. Oui, mais ça, on appelle ça, sont des pannes techniques, ça existe. Évidemment, ça existe même aux États-Unis, on le voit même ailleurs. Ah oui, vous êtes toujours comparé avec les... Non, mais il faudrait toujours faire une étude comparative. Je suis économiste, il faudrait toujours faire une étude comparative. On voit des gens qui veulent voyager aujourd'hui, et ben il y a une panne technique, ça existe. Il faudrait qu'on puisse réparer, arranger certaines choses. Ça existe, il faudrait, comment le président Eric Tshisekedi, on a déjà une compagnie qui s'appelle Congo Airways. Comment on veut encore en créer une autre? Pourquoi ne pas arranger ce qui existe déjà et créer une autre avec tous les problèmes qu'on a? Je crois qu'est-ce qu'on va créer? Air Congo, c'est ça? Oui, évidemment. Air Congo, mais pourquoi? On a déjà Congo Airways, on avait LAC, on avait tout ça. Pourquoi ne pas réhabiliter ce qu'on a d'abord et puis faire autre chose? Dans la constitution de cette entreprise Congo Airways, vous trouverez qu'il y a des problèmes sérieux. Je crois qu'on a eu à faire des audits là-dedans. Vous trouverez, on a dit que l'État avait carrément, je crois, 19 parts d'action, si vous vous rappellerez. Il y a certains privés ici que je ne citerai pas, certains acteurs politiques comme qui sont des actionnaires. D'ailleurs, ce sont eux qui ont vraiment quasiment détruit cette entreprise et c'est ce qui pose vraiment, évidemment, un sérieux problème. Et donc, si aujourd'hui l'État veut créer une autre entreprise, c'est plus que
l'État a constaté qu'il y avait réellement un problème et qu'aujourd'hui, il a souhaité faire autrement. Donc, je crois que ce qui a été fait là, il y a un soubassement fondé. Il y a un soubassement fondé et on sait le pourquoi. On sait le pourquoi on dit il y a un soubassement fondé. On a constaté qu'il y avait beaucoup de défaillances avec Congo Airways. On a constaté qu'il y avait des détournements. Vous vous rappellerez, si encore ma mémoire est bonne, et c'est pour que le DG ou quelque chose comme ça, DG de Congo Airways, je crois, l'autre ici, de OCC, ils ont eu quand même une suspension quelque part, si je ne me trompe pas, si encore ma mémoire ne me trahit pas. Donc il y avait aussi une mauvaise gestion. Donc c'est pourquoi le président Tshisekedi et le gouvernement a trouvé mieux de pouvoir créer. Ça ne veut pas dire que Congo Airways ne va pas fonctionner. Congo Airways va fonctionner, mais c'était encore mieux de faire une autre entreprise. Évidemment, j'ai pas tout parlé, j'ai pas parlé de toutes les réalisations chaque l'État. Oui, il y a des réalisations, il y a des réalisations. Oui, voilà. Je crois qu'il y a même des collègues qui sont déjà en train de faire la com par rapport à toutes les réalisations du chef de l'État. Nous allons dans nos provinces. Hein. Ouais. Nous allons parler un peu de ce qui se passe, la réconciliation des fils du Grand Katanga. Oui. Pour vous, est-ce une bonne chose ou c'est le relent du tribalisme ou c'est un repli communautaire? Comment vous faites la lecture de cette réconciliation entre les fils du Katanga? Très bien. Vous savez, il y a la réconciliation quand il y a un problème. Un souci majeur. Il faudrait analyser ces soucis majeurs-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous regardez le Grand Katanga, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette province-là? Est-ce que cette province vit dans une guerre comme nos frères de l'Est de la République? Parce qu'il faudrait aujourd'hui, nous parlons de l'état des sièges, nous parlons de la crise à l'Est de la République. Est-ce que les Katanga ont un problème d'hommes ou un problème de la population katangaise ou un problème, je ne sais pas moi, de quoi? Et je l'ai dit au départ, on parle d'une réconciliation quand il y a un problème. Est-ce que c'était opportun, c'est ça la question fondamentale que je suis en train de me poser, c'était opportun que les ressortissants du Katanga fassent une réconciliation? En fait, qu'est-ce qu'ils ont exactement parlé dans cette réconciliation? Je vous lis par exemple le tweet de Constant Moutamba. Réconciliation interkatangais est une incise dangereuse pour l'unité nationale. Oui. Imaginons que les autres anciennes provinces fassent pareil. Que restera-t-il encore du Congo? L'État doit décourager ce genre d'initiatives sécessionnistes. Vraiment, est-ce que la peur est jusque-là? Donc les gens d'une même contrée ne peuvent pas se mettre autour d'une table, parler de leurs problèmes, de leurs réalités propres et tout ça. Non, Pourquoi ça crée une telle psychose? Pourquoi quand tout le temps on parle Katanga, on voit directement la sécession? Pourquoi? Qui est katangais et qui ne l'est pas? Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas katangaise. Je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple kassaïen. Vous avez grandi au Katanga. Vous avez étudié au Katanga. Vous êtes marié au Katanga. Vous avez des enfants au Katanga et vous travaillez au Katanga. Mais vous êtes kassaïen, de père et de mère. N'êtes-vous pas katangais? En fait, il faudrait ôter de cela. Vous prenez avec le Kassai et le Katanga, nous savons déjà les quelques relents qu'ils ont. Oui. Prenez un autre exemple. Prenons quelqu'un du Grand Équateur. Prenons l'Équateur ou du Bandundu et tout ça. Évidemment, prenons ça. Oui, oui. N'est-il pas katangais? En fait, il faut ôter. Les katangais il faut ôter. Pas de souche, mais katangais. Non, mais c'est ça le problème. Il faut ôter cela en nous. Tous nous sommes Congolais. Mais on a des origines. Pourquoi vous voulez gommer l'origine des gens? Écoutez, je ne refuse pas. Les autres? Même en Europe, même en Occident, même aux États-Unis, en France, il y a des Corses, il y a des Basques. Évidemment. Mais pourquoi vous voulez gommer l'origine des gens? Évidemment, même quand vous regardez, par exemple, je prends toujours aux États-Unis, on parle des États-Unis, ceux qui vivent à Pennsylvanie, etc. Voilà, mais tous les Américains, évidemment, tous les Américains parlent au nom de l'Amérique. Il ne va pas parler au nom du Pennsylvanie ou au nom des Texas ou au nom, je ne sais pas moi, mais il y a des sénateurs qui représentent leur État, non? Et évidemment, ils représentent, ils sont là, ils représentent les problèmes, les soucis majeurs. Évidemment, mais il y a nos députés ici qui représentent les Katanga, qui représentent Kinshasa, qui représentent je ne sais pas moi quelle province. Mais on ne peut pas toujours dire, je suis Kassaïen, je suis Moulouba, je suis du Congo central. Non, les je suis là, on ne veut pas. Il faudrait dire, je suis Congolais. Et ça va ôter en nous ce sens de tribalisme. Pour vous, c'est vraiment dangereux? Moi, je veux qu'on puisse ôter cela en nous. Ça crée des problèmes. Mais s'ils parlent, par exemple, de genre forum économique, ils peuvent parler aussi de leurs problèmes économiques, de leur propre réalité. Quelqu'un du Grand Bandundu ne connaît pas forcément
je le dis au conditionnel, ne connaît peut-être pas forcément les réalités du Grand Katanga. Quelqu'un qui a vécu au Bandundu pendant toute sa vie ne connaît pas forcément les réalités de celui qui a vécu au Grand Katanga. Voilà, les gens peuvent parler entre eux de leurs problèmes, pas en ayant tout le temps cette peur, cette psycho, cette paranoïa qu'on va se diviser. Donc vous trouvez normal que le Congolais, les Katangais discutent du problème du Katanga pour développer les Katanga, juste la province du Katanga, et pas le fait de mettre de côté toutes ces 25 provinces restantes? Non, écoutez, moi je crois que c'est important de parler Congo. C'est très important. Mais le Congo est divisé. Le Congo n'est pas divisé. Est formé par des provinces. Par des provinces. Non, ce sont les provinces qui forment le Congo. Mais s'il faut faire la réconciliation, s'il faut parler de nos provinces, c'est au niveau des assemblées. Qui sont provinciales, évidemment, et aussi Assemblée nationale. Et quand vous avez des représentants du peuple là, quand il y a un problème, souci majeur au Katanga, il y a ça et ça, venez parler au niveau du Parlement. Dites qu'au Katanga, il y a des soucis, il faudrait que l'État fasse ceci, l'État fasse cela. Mais quand il faut parler de la réconciliation des Katangais, non, écoutez, moi je crois que cela pose un sérieux problème. Et vous allez remarquer, même c'est pourquoi je comprends certaines personnes veulent appliquer, comment on appelle ça, le fédéralisme. Et vous savez, c'est pas mauvais d'appliquer le fédéralisme. Comme les États-Unis, c'est bon. Évidemment, le Nigeria aussi, oui, c'est un bon évidemment. Je crois que chez nous, ça sera aussi un bon exemple. Évidemment, non, mais écoutez, nous n'avons pas encore atteint cette maturité-là. Pourquoi dites-vous le Congolais? Écoutez, le Congolais, pourquoi vous le traitez de non mature? Non, je ne traite pas des Congolais de manquer de ne pas être mature. Mais j'ai dit que c'est une réalité, c'est une évidence. Cette mentalité, on n'a pas encore atteint cette mentalité-là. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, à Kinshasa, par exemple, des fois, nous écoutions, c'est que les gens disent, moi je suis Katangé, moi je suis Moulouba, Mongo. Écoutez, c'est ça ce que nous voulons ôter en nous. Moi, j'aimerais que nous parlions de notre pays. J'ai toujours dit que j'aime les Américains. Les Américains, à chaque fois, ils parlent au nom des États-Unis. Et d'ailleurs, les Américains priment leur pays. Vous verrez quand vous arrivez aux États-Unis, même à Pennsylvanie, à Texas, etc., dans chaque appartement, vous trouverez les drapeaux américains en train de flotter. Vous ne verrez pas un drapeau d'un parti politique, vous ne verrez pas un drapeau, parce que certaines personnes créeraient même des drapeaux du Katanga, d'autres, non, vous n'en trouverez même pas. Du Kivu, non, il faut éviter ça. Puisqu'il faudrait dire que la RDC, certaines personnes cherchent à balkaniser les Congos depuis 1885, ou certaines personnes que nous appelons la communauté internationale, parce que moi, c'est quand on parle de la communauté, c'est qui la communauté internationale? En réalité, la communauté internationale, c'est pas un pays, ce sont des personnes puissantes, des gens qui ont de moyens et qui créent n'importe quoi, qui créent la guerre, ils vont créer le Covid-19, et puis ils vont amener des vaccins, ils vont vous imposer, ils vont créer la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est comme ça en fait. Donc il faut ôter ça, puisque la RDC, il y a des gens qui veulent balkaniser les Congos. Et donc si aujourd'hui on dit je suis Katangé, d'autres disent que je suis Kassaya, je suis né Congo, eh ben on peut profiter dans ça pour balkaniser les Congos. Moi j'aimerais que nous parlions de la République. Il y a un problème au Congo, parlons du Congo. Il y a un souci à l'est de la République, parlons de cela. Il y a un souci et tout ça, tous les Congolais, tout le monde doit parler de la République démocratique. Donc, la question du Katanga, moi, je suis vraiment contre ce qui a été fait. Est-ce que c'est parce que c'est le Katanga? C'est la question que l'on se pose. C'est parce que c'est simplement le Katanga. Si ça s'était fait à l'Équateur, est-ce que vous aurez tenu le même langage? Parce que les gens disent c'est parce que c'est le Katanga que les gens ont peur. Non, on a toujours eu peur. Moi, je ne mâche pas les mots. Ouais, évidemment, c'est ce que les autres disent. Quand on parle de sécession aujourd'hui, j'avais reçu Madame Monongo. C'est vrai qu'on m'a dit de laisser un peu cette histoire, mais c'est notre histoire, on doit l'assumer. Madame Monongo avait dit on assume notre histoire. La sécession, il n'y a pas eu que la sécession au Katanga, il y a eu la sécession au Sud Kasaï aussi. C'est ce que les gens oublient. Donc, quand de fois, le mot sécession est lié inconsciemment au Katanga et au Sud Kasaï. Mais si cette conférence, cette réunion s'était tenue au Grand Bandundu ou au Grand Équateur ou à la province orientale de l'époque, il n'y aurait pas eu cette peur que nous avons aujourd'hui. C'est ce que les gens se disent. Non, la peur, c'est pas simplement puisque c'est au Katanga. Mais moi, je me suis posé une question ici. Par exemple, nos amis de l'Est de la République qui ont de sérieux problèmes, est-ce que les Katangais ou les Kassaïens ou les autres se sont dit qu'il faudrait que nous fassions une réconciliation pour parler de ces problèmes qui existent? Mais nous avons un problème majeur à l'Est de la République. Mais il y a eu des caravanes de la paix à l'Est avec Vital Kamerhe. Oui, mais à l'époque, évidemment. Les communautés se sont mises ensemble pour parler. Oui, pour évidemment. Essayer de résoudre des problèmes. Mais il y a des choses qui n'ont pas. C'est presque la même chose. Évidemment, mais il y a des choses qui n'ont pas marché.
Et vous parlez de ce qui s'est passé, c'est déjà au passé. Maintenant, regardons ce qui s'est fait maintenant. Il y a un problème à l'est de la République. Vous avez suivi Denis Mukwege qui a dit que c'était de l'échec, l'état de siège. Vous voyez, vous avez suivi les rapports où comment le gouverneur militaire, je crois, de l'Ituri, si ma mémoire ne me trahit pas, qui a répondu que nous voulions assez que Mukwege aussi puisse soutenir cet état de siège parce que nous voulions assez que nous puissions vaincre la guerre à l'est de la République. Nous avons une guerre qui est au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, si aujourd'hui il faut parler de la réconciliation, parler d'une réconciliation nationale. Regardons ce qui se passe là. Quand nous parlions... Moi, j'aime bien les concepts. Oui. J'ai une intelligence avec moi. Oui. Guerre ou incursion des rebelles. C'est ça le mot qui fâche. Oui. Est-ce qu'en RDC, puisqu'on m'a dit de vous poser cette question, très bien, qui déclare la guerre dans un pays normalement constitué, comme en Ukraine ou en Russie? Qui déclare la guerre? En RDC, est-ce que le président a déclaré une guerre officiellement? Avec qui? Avec quel État? Très bien. Est-ce que c'est la guerre ou ce sont des incursions rebelles? C'est peut-être le mot qui fâche. C'est une très belle question. Vous vous rappellerez, j'aime vous suivre puisque vous avez aussi une haute intelligence. Je vous apprécie énormément. Merci beaucoup. Vous vous rappellerez quand l'inspecteur général des finances devant les entrepreneurs, les hommes d'affaires américains, il a dit qu'il n'y a aucune guerre en RDC. Certains ont interprété. Oui. Ils ont dit qu'il a craché sur le mort. Exactement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on cherche d'ailleurs sa démission. Alors, en réalité... Avait-il eu tort ou raison? Non, mais quand il dit qu'il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire officiellement, pour lui, l'État n'a pas déclaré une guerre. Exactement. En réalité, quand vous êtes dans le soubassement même de ces réflexions, vous comprendrez qu'il a totalement raison. Mais certains vont interpréter comme ils vont interpréter. La RDC n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda ou à l'Ouganda, etc. Nous savons que nous parlons de groupes armés. Vous parlez de l'incursion, etc. Nous parlons de ces groupes armés dont nous connaissons du Rwanda, nous connaissons les groupes armés de la République démocratique du Congo, nous connaissons de l'Ouganda, etc. Ce sont eux qui créent des atrocités à l'est de la République. L'armée congolaise, essaye de donner les meilleurs d'elle. Vous voyez un peu ça. Alors, pourquoi nous disons la guerre? Puisque nous connaissons d'une manière officieuse ceux qui nous combattent. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'aller dans... En fait, c'est vrai, nous sommes dans un état de guerre, enfin, état de siège, pardon, nous sommes en train de nous imposer, mais il y a aussi d'autres voies que nous appelons la voie de la diplomatie, où nous voulions trouver la paix. La guerre y est d'une manière officieuse. Officieuse. Je l'ai dit comme ça. Pourquoi? Il y a certains qui alimentent cette guerre-là. J'ai parlé ici de la communauté, entre guillemets, communauté internationale. De certaines nations, n'est-ce pas, qui alimentent les groupes armés. Posez-vous la question, les munitions, les armes, les tennis, ils prennent ça, où prennent-tu toutes ces choses-là? Les armes, la logistique, etc. Qui alimente ces groupes armés? Vous verrez qu'il y a certains États qui le font officieusement. Alors nous connaissons ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. C'est pourquoi nous parlions de la guerre et que nous disions cesser. Rappelez-vous Tshisekedi face, je crois que c'était au Kenya, avec certains présidents. Il faut le dire que la RDC fait partie aujourd'hui des pays communautés économiques des États de l'Afrique de l'Est. Oui, au sorti de leur réunion, le président burundais a dit que nous avons demandé au président Félix Tshisekedi de discuter avec le groupe, qu'il y ait une table ronde, si il faut la dire ainsi, avec des milices et tout ça, afin de résoudre ces problèmes de l'insécurité à l'Est de la République, avant que nous nous mettions d'accord pour éliminer ces groupes armés. Pourquoi la RDC fait partie maintenant de cet État économique de l'Afrique de l'Est? Pour qu'en fait, dans ce qui se passe au niveau de l'Est de la République, que chaque État soit responsable. Que nous nous disions que le Rwanda ne peut pas toujours combattre la RDC, puisque nous connaissons réellement qu'il y a certains qui sont du Rwanda qui combattent la République démocratique du Congo d'une manière officieuse. Mais vous avez parlé du président. Oui. Eric, on m'a dit de vous poser cette question. Il est le commandant suprême. Évidemment. On a dit, mais comment il ne parvient pas à changer, par exemple, la chaîne de commandement? Je ne sais pas si c'est dans ses prérogatives de changer la chaîne de commandement. Et beaucoup disent qu'il est trop plaintif. Le chef se plaint trop. Et pourtant, il peut prendre des décisions, il peut taper du poing sur la table et prendre des décisions drastiques. Pourquoi il ne le fait pas? A-t-il peur des gens? A-t-il peur? Reçoit-il des injonctions quelque part? On se pose la question. Parce qu'on s'est dit, son entourage, beaucoup parlent de l'entourage du chef de l'État, que ça ne va pas, il y a trop de buzz dans son entourage. Il ne change pas son entourage. Très bien. Et quand on parle de l'armée, on dit que l'armée est infiltrée, il faut changer la chaîne de commandement. Il ne le fait pas. Beaucoup disent, ben, le président se plaint au lieu d'agir. Est-ce vrai? Est-ce faux? En fait, vous savez, il faudrait lire la Constitution. Tout, c'est au sein de cette Constitution. Si le président se plaint,
c'est plus que la Constitution l'impose de pouvoir se plaindre. Je vais l'expliquer ici. Le président a ses pouvoirs, il a ses responsabilités constitutionnelles et il a aussi ses limites et ses limites constitutionnelles. Le président ne peut pas tout faire. La Constitution dit, pour que le président puisse, je vais dire ça un peu d'une manière comme ça, chasser le Premier ministre, il doit demander à celui-ci sa démission. Donc là, vous sentez que le président est obligé de demander une démission au Premier ministre. Dépose-moi ta démission. Et par la suite, le président prendrait acte de la démission du Premier ministre. Soit il passe par, le Parlement. Évidemment. Motion de défiance. Voilà, par le Parlement. Okay. Donc, il ne peut pas se réveiller un matin, dire, le Premier ministre, je dois limoger le Premier ministre. Et aussi, il faut le dire, le président n'a pas la qualité de chasser un ministre sectoriel. Non, ce n'est pas de ses devoirs. C'est les premiers ministres. Ça passe par les premiers ministres qui constatent cela. C'est vrai que le président préside le conseil de ministres. C'est juste pour l'orientation, la vision globale. Mais la politique est conduite par les premiers ministres. C'est vrai que la Constitution dit que le président de la République définit la politique du gouvernement avec les premiers ministres. Ils définissent les deux, mais l'applicabilité, c'est le Premier ministre qui est le patron du gouvernement. C'est pourquoi on appelle le Premier ministre le patron du gouvernement. Si le président aujourd'hui dit qu'au niveau de l'armée, ça ne va pas, il a constaté, étant garant du bon fonctionnement des institutions, ça ne va pas. Quant maintenant au ministre sectoriel, c'est au ministre de la Défense. Évidemment, au ministre de la Défense, qui doit se justifier devant le Premier ministre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Puisque si le président maintenant dit ça ne va pas au niveau de l'armée, il commence à limoger les ministres, il viole la Constitution. La Constitution l'interdit de le faire. Il doit se plaindre. Je dis, cette plainte-là, ou le fait de se plaindre-là, c'est justifié. Si vous voulez que le président ait le pouvoir... par exemple, se plaindre à l'extérieur? À l'extérieur Comme à Abidjan, par exemple. Même s'il a fait devant la communauté congolaise d'Abidjan, mais les gens disent non, ce sont nos linges sales, il devait venir le faire ici, pas nécessairement à l'extérieur du pays. Quand les opposants partent à l'extérieur de notre pays pour dire que ça ne va pas, qu'il y a les chaos et tout ça, est-ce que ça c'est normal? Les opposants ne sont pas de président. Non, mais évidemment, ils ne sont pas garants des institutions. Ils ne sont pas garants des institutions, mais quelle image qu'ils vendent de la République? Parce que là, vous parlez de l'image. Quelle image qu'ils vendent de la République? Maintenant, quand un président aussi veut être vrai, oui, il fait des choses vraies, il dit que ça ne va pas. Le président n'est pas opposant. Non, il n'est pas opposant, mais il est vrai. Il est vrai. Il est vrai, c'est ça en fait, c'est ça le côté clair du président, il est vrai. Mais beaucoup disent qu'il se comporte encore comme un opposant, il a comment, les mimiques, la manière, ils se sont toujours opposants et pourtant c'est un homme d'État aujourd'hui, il est le président de tous les Congolais. Évidemment. De ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Oui. Et beaucoup se plaignent de ses propos, de fois dégradants vis-à-vis des Congolais, d'autres Congolais qui ne l'aiment pas ou qui ne l'apprécient pas. Ouais. Un président doit-il traiter de ça par rapport à ses compatriotes? Même s'il est vrai, mais il n'est plus opposant, il n'est plus humain, il n'est plus... Ce n'est pas moi. Félix Tshisekedi, c'est pas Paulette Kimontou, c'est pas Éric Tshisekedi. C'est le président de la République du Congo, le garant des institutions. Donc sa parole pèse. Quand le président dit ça, ça a une autre portée que moi ou toi. En fait, beaucoup lui reprochent cela. Nous voulons une chose et son contraire. Kabila était ici quand il ne parlait pas. Kabila ne parlait pas, il ne dit rien. Les deux extrêmes, trop parler et pas parler du tout. Pas parler du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les deux extrêmes. Non, écoutez, Tshisekedi vient de l'opposition. Les gens vont dire qu'il a fait une lutte avec Etienne Tshisekedi. Oui, il a fait la lutte, mais il connaît les réalités. Alors, c'est un Congolais qui sait la souffrance de cette population. Je l'ai dit au départ, il connaît ses limites constitutionnelles. Quand il s'est plaint, c'est plus qu'il trouve que ça ne va pas. Et la Constitution ne le permet pas de faire certaines choses, de ne pas outrepasser ses pouvoirs à lui. Il a ses pouvoirs, il a les limites de ses pouvoirs. On discute entre intellectuels, mais dans le conseil du ministre, par exemple, il ne peut pas dire au ministre de la Défense, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-moi les éléments et puis qu'on parle. Évidemment. Mais le président peut parler aujourd'hui, et bien demain, il n'y a rien, et puis ça continue. Non, moi je crois que ce n'est pas vraiment ça, puisque même lors du Conseil des ministres, le président instruit, les présidents il instruit, mais le suivi, c'est ça le problème avec en fait, le suivi. Oui, vous savez, Tshisekedi, on l'appelle, c'est un père de la nation. Vous savez, des fois, quand vous avez un parent lent en colère, attention, les jours où il va vraiment être en colère, ça dira beaucoup. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que lors des conseils des ministres, le président de la République oriente. Le problème, c'est que
Il observe aussi, étant que garant du bon fonctionnement des institutions, la bonne volonté de certains de faire. Il a même demandé une fois à ceux qui ont mal géré de changer leur manière de faire les choses et de faire autrement. C'est un père de la nation qui observe. Et en observant, qui observe pour que les autres comprennent réellement sa vision. Si, vous savez, aujourd'hui, certains l'appellent dictateur alors qu'il n'est pas dictateur. Si aujourd'hui, nous voulions automatiquement qu'il puisse s'imposer comme nous le demandons aujourd'hui, ben, ça peut, certainement, ça peut changer certaines choses, mais les gens pourraient interpréter de leur manière, puisque, vous savez, aujourd'hui, on interprète comme on veut. Je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes, parce que j'ai un intellectuel avec moi. Oui. Le président lui-même, parce que je crois qu'aujourd'hui, spécial débat est vraiment focalisé sur le président de la République, c'est notre président, nous pouvons en parler, c'est garanti par la Constitution de la République. Le président avait dit, ne faites pas de moi un dieu, que je suis critiquable. Alors je pose la question à un intellectuel, par rapport aux propos de Pero Luara, en a-t-il fait trop ou il est dans cette logique de la liberté d'expression? Très bien. Lorsque vous lisez la Constitution, dans son article 23, on vous parle de la liberté de l'expression. L'alinéa 1, il faut lire le deuxième alinéa. On dit, cette liberté doit structurer le strict respect des bonnes vies et mœurs. La liberté de l'expression ne veut pas dire le libertinage de l'expression. Il faut savoir ses limites constitutionnelles aussi. Ce n'est pas les présidents qui arrêtent, c'est la loi qui arrête. Oui, la presse a le droit, le devoir de parler, d'analyser, de critiquer, de dire ce qu'elle trouve, ce qui ne marche pas, mais de ne pas outrepasser ses limites. Je vous donne un exemple. En France, Emmanuel Macron rencontre les Français, il salue les Français. Un Français vient gifler Emmanuel Macron. 95% de la population française était contre ce qui a été fait. Même Marine Le Pen, opposante à Emmanuel Macron, a dit qu'on ne peut pas toucher à une institution président de la République. Donc le Pero Luara a touché à l'institution président de la République? Évidemment, si vous lisez... Non, pas physiquement, ses propos. En fait, le départ, c'était quand il critiquait, on sentait qu'il y avait des choses qu'il critiquait. Il faut dire qu'il y avait des choses aussi qu'il faut dire que c'était des réalités, en toute honnêteté. Mais quand il a outrepassé pour parler des libido, par exemple, nous connaissons ce que ça veut dire. Quand il parle de trucs, en fait, des choses un petit peu compliquées, il touche même, qu'est-ce que je vais dire par là, le côté personnel du chef, la vie même privée du président. La vie privée du chef de l'État, nous y sommes. Quand cette vie privée n'est plus privée, quand cette vie est mise sur la place publique, est-elle privée ou pas? Prenons la comparaison de François Hollande. On a su que François Hollande avait une maîtresse qui s'appelait Gaye. Le président Clinton, évidemment, avec Monica Lewinsky, on a su parce que c'est sorti sur la place publique. Quand un fait privé sort sur la place publique, ce fait est toujours privé ou public. C'est ça, Quel est le fait du président de la République qui est sorti sur l'espace public? On ne peut pas le dire. On a vu, nous tous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on mette une dame dans l'avion. C'était sur la place publique. Les réseaux sociaux, c'est une place publique. Mais écoutez, c'est comme la rue. Écoutez. Quand c'est sur la rue, quelqu'un peut interpréter de mais vous savez, il y a une manière de pouvoir dire certaines choses. Ce sont les mots qui n'étaient pas très bien employés. C'était pas bien placé. Vous savez, je crois que même en français, on peut carrément dire des choses, mais d'une très bonne manière. Par exemple, quelqu'un vient demander où est ton père, il est dans, comment on dit ça, la toilette, où il se soulage, etc. Vous n'allez pas dire que papa est en train de faire... Non, il fait caca, non. Papa est derrière. Ou en bon français, papa se soulage, par exemple. Ça passe, c'est pas sale. Ce sont les mots qui étaient... Évidemment. J'ai suivi Jean-Marie Kassaba qui l'a dit. C'était sa manière de dire. C'est la manière de dire. La manière de dire avec des réactions épidermiques. Et c'était cette manière qui a réveillé tout le monde. Tout le monde était curieux de voir. Mais il pouvait le dire, ça pouvait passer d'une bonne manière. Décrier, mais d'une bonne manière. Vous pouvez critiquer quelqu'un, insulter quelqu'un, mais pas pour les faire mal. Vous voyez, on peut insulter quelqu'un en français et ça passe carrément. Vous voyez? Donc, il y a cette manière de le faire. Alors, quand vous voyez ce que Pero a dit, c'est vrai, il a critiqué, je l'ai dit ici, mais cette critique a offensé les Congolais.
puisqu'il avait outrepassé sa manière de dire. Nous sommes vraiment à la fin, je crois. Vraiment, les temps est parti, hein. Vraiment, accordez-moi une minute par rapport à la réforme de la loi électorale. Une minute. Oui. Pour vous, en tout cas, nous avons ouï dire qu'on a élagué beaucoup des points proposés par le G13. Et on a gardé sur 18 points presque, on a gardé que 5. Et beaucoup disent que c'était vraiment un passage en force de l'Union sacrée. L'Union sacrée ne veut pas de réforme. L'Union sacrée veut rempiler coûte que coûte en 2023. D'abord, je tiens à saluer le G13 pour ce travail de titan abattu, un travail scientifique que j'apprécie. Je lis la réforme, les 18 articles proposés par les G13. Je tiens à les féliciter. Mais vous savez, quand la loi est d'abord une proposition de loi, avant qu'elle ne soit loi, la loi doit subir aussi certaines modifications, etc. Faut pas, puisque vous avez proposé, il faut que tout passe. Non. C'est le travail de la commission, etc. Il y a un travail technique. Mais nous, vous avons envie, c'est que les autres veulent faire passer la loi. Puisque ce qu'ils ont pensé, ils veulent que ça soit exactement ça. C'est une loi, elle doit subir des modifications, des débats. Il faut aussi respecter ces principes-là. Donc moi, je crois que nos amis, le G13 ils doivent comprendre cela. Par rapport au consensus, parce qu'on a dit que tout doit se discuter qu'à l'Assemblée nationale, et pourtant on peut ouvrir les débats à d'autres milieux, à la société civile et aux autres qui ne sont pas forcément à l'Assemblée nationale. Pourquoi restreindre tout ça à l'Assemblée nationale? Puisque avant ça se faisait pas comme ça. Il faut un large consensus pour que tout passe et que les élections se passent calmement en 2023. Nous sommes à une année des élections. Et nous savons ce qui s'est fait lors de dialogue, consultation. On ne voudrait pas que Tshisekedi viole la Constitution, puisque certains... Rappelez-vous, lors du dialogue de Senko, le prêtre a dit que c'était pour 2-3 jours. Ça nous a pris... Et c'est ce que nous évitions, puisqu'il il y aura aussi des dépenses, il faut les dire. Ça, il ne faut pas cacher ce qui est fait. Et c'est pourquoi nous évitions, nous voulons que tout se passe au niveau de l'Assemblée nationale, que nous organisions d'abord les élections en 2023. Merci beaucoup, Éric Tshisekedi. Merci en tout cas, mais c'est ça la beauté du temps. Quand on a quelqu'un d'intelligent, on ne sent pas le temps passer. Voilà, le temps qui nous a été imparti est largement terminé. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je vous ai découvert. Moi, j'aime bien l'intelligence, j'aime bien débattre avec les gens intelligents. Ça me donne aussi de la matière. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, les portes de la Lyon Télévision officielle vous est largement ouverte. Venez, nous allons partager ensemble parce que vous avez dit l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Et je crois que c'est une question que je n'ai pas posée peut-être prochainement, que tous les jeunes aujourd'hui rêvent de faire la politique parce que c'est le seul endroit où on peut se faire un peu de sous. C'est aussi ça la réalité congolaise. C'est aussi ça la réalité congolaise, qu'on ne se voile pas la face. Nous allons débattre de cette question très très prochainement. Merci et à très bientôt.